de l'émission La Grande Interview. Il est 20h30 et aujourd'hui nous recevons Monsieur Bonaventure Mbaya. Avec lui, nous allons parler sur les questions du moment, dont en particulier la Constitution du 20 janvier 2002. Est-ce qu'elle doit être changée ou pas? Nous allons savoir là où il se situe. Et nous allons aussi parler des affaires de la International Socialist, là où, je pense ici au Congo-Brazzaville, c'est lui qui est le seul membre, peut-être avec l'UPADS, et on va voir cette médiation qu'il a fait en Afrique, et peut-être le pays le plus proche du Congo, qui est le Cameroun, et on va voir avec lui pourquoi se fait-il que là-bas l'opposition est capable de gagner 18 sièges à l'Assemblée nationale, mais ici, ils font un effort et ils ont peut-être 7 ou 7 partis, parce que l'UPADS est le seul parti d'opposition intra-parlementaire dans la première partie d'opposition. Et on va parler aussi d'autres choses, peut-être aussi la conclusion du 23e sommet de l'Union africaine qui a eu lieu à Malabo, dont ne quittez pas, dans un instant, Bonaventure Mbaya. Une fois de plus, bonsoir, vous êtes sur MN Télévision, c'est l'heure de l'émission La Grande Interview, et comme j'ai annoncé à l'introduction de cette émission, nous recevons aujourd'hui, c'est une succession des hommes politiques, et vous savez, pour le moment, ce qui est d'actualité, c'est la Constitution de 20 janvier 2002. C'est comme si rien où le Congo va s'arrêter pour que les gens puissent trouver une solution. C'est un peu comme si le Congo vivait uniquement pour cette constitution. Alors, voilà pourquoi nous recevons aujourd'hui, pas uniquement pour le problème de la constitution, mais c'est aussi un acteur politique majeur de ce pays que tout le monde connaît. On va aussi avoir son opinion sur cette affaire de constitution de 20 janvier 2002 et comme j'ai aussi annoncé sur d'autres choses ou d'autres actualités africaines et mondiales. Monsieur Bonaventure Mbaya, soyez les bienvenus. Merci, monsieur. C'est un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Ben, le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Oui. Alors, comment vous vous portez? Ça va très bien, ça va, comme un opposant, voilà. Un opposant. Alors, vous avez déjà suivi l'émission souvent? Oui, bien sûr. Bien sûr, cette émission est suivie pratiquement par tous ceux qui s'intéressent à la politique et au débat d'actualité. Donc, c'est quand même une émission importante dans le paysage politique congolais qui est très suivie. D'accord. Oui. Et ce qui m'a marqué, que quand j'ai inscrit sur la page Facebook que vous seriez l'invité de ce soir, il y a eu beaucoup de questions. J'étais étonné de savoir que beaucoup de gens vous connaissent. Là. J'étais très étonné. Ah ben, c'est tant mieux. J'espère que toutes ces questions vont faire avancer le débat. D'accord. Et maintenant, bon, je vais vous d'abord commencer. Quand vous dites que comme un opposant, vous vous classez où? Vous êtes opposant, vous savez, au Congo, on ne peut pas refuser, il y a ceux qui se disent ou qu'on les qualifie de l'opposition radicale. Il y a ceux qu'on les aussi qualifie de l'opposition dite républicaine. Et vous vous mettez où dans ces deux quartiers ou deux camps? D'abord, je voudrais préciser, à mon entendement, dans une démocratie, il ne peut y avoir qu'une seule opposition, étant entendu que l'opposition s'explique par le fait qu'il y a d'un côté une majorité, ceux qui exercent le pouvoir, et de l'autre côté, ceux qui ont perdu les élections et qui, très souvent, se retrouvent dans le contre-pouvoir, c'est-à-dire dans l'opposition. Maintenant, s'agissant du Congo, pour répondre à votre question, il est évident que au Congo, et ça c'est un trait de caractère des Congolais, ils aiment bien stigmatiser. Et à mon avis, l'opposition est une, puisqu'il s'agit de s'opposer à un pouvoir. Et l'objectif d'une opposition, c'est à terme de réussir à remplacer démocratiquement ceux qui exercent le pouvoir. Donc, s'il y a des nuances au sein de l'opposition congolaise, à mon avis, ces nuances sont dues essentiellement
à la vision ou à la façon d'envisager ces changements à la tête du pays. Donc, c'est des choix tactiques qui font qu'à un moment donné, on a le sentiment que l'opposition est plurielle ou qu'il y a deux oppositions. Et ici au Congo, souvent on parle de l'opposition radicale, mais ce côté radical est essentiellement dû au fait que, peut-être qu'il y a une forme d'intransigeance dans les revendications qui fait que on reste sur des positions tranchées. De l'autre côté, il y a une opposition dite républicaine, à mon avis, c'est parce que cette opposition a fait le choix tactiquement de coller au corps, de faire un marquage au corps, le pouvoir en place, et de l'amener très souvent à travers un dialogue, à travers des concertations, à faire avancer, à faire bouger les lignes. Et je pense que après avoir essayé de circonscrire cette opposition congolaise telle que je viens de le faire, je dirais que j'appartiens à ce qu'on qualifie d'opposition républicaine. Voilà. Donc vous êtes dans de l'opposition républicaine. Et en tant qu'opposition républicaine, est-ce que vous ne voyez pas que on vous utilise par le pouvoir et que tout ce que vous proposez, le pouvoir vous roule toujours dans la farine? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas, d'autant plus qu'il s'agit d'un jeu politique. Et sur les terrains politiques, très souvent, on avance toujours par palier. Et moi-même, j'ai été avant dans ce qu'on appelle l'opposition radicale. Depuis mon retour d'exil en 2004, j'ai fait partie de cette opposition radicale. J'ai animé cette opposition radicale avec d'autres, bien entendu, à l'ARD, au fond des partis de l'opposition congolaise. Je crois que ce qui est important, c'est le fait que nous voulons un changement dans la manière de gérer le pays, dans la manière de faire vivre la démocratie dans notre pays, mais on ne peut pas camper sur des positions, je dirais, irréductibles pour essayer d'avancer. Nous avons pensé qu'au bout d'un certain nombre d'années de boycott des élections, de preuves de force qui ne faisaient pas avancer en fait le débat politique, et nous avons estimé qu'il était important, et de par mon appartenance à l'Internationale socialiste, qu'il était très important d'aller vers un dialogue avec le pouvoir en place pour essayer de faire avancer toujours par palier, parce que n'oubliez pas que dans ce type de débat, il s'agit très souvent d'une situation qu'on peut assimiler à celle du patronat avec la classe ouvrière, avec le patronat, entre le patronat et les travailleurs. Donc, et les syndicats. Donc, quand dans ce type de rapport de force, on essaie d'avancer, il y a deux manières d'avancer. Ou on fait des grèves pour bloquer la machine, ou on va sur la table de négociation pour essayer d'avancer. Et je crois que nous avons fait le choix d'aller sur une table de négociation pour essayer d'avancer, mais comme dans toute négociation, autour de la table de négociation, il se passe toujours ce jeu du donner et du recevoir, des positions sur lesquelles on abandonne certains points pour essayer d'avancer. Donc il s'agit ici d'imaginer un système, et on ne peut pas être un homme politique sérieux, un démocrate sérieux, qui n'envisage pas de discuter à un moment ou à un autre avec ceux qui détiennent le pouvoir. Je crois que dans une démocratie, il y a deux camps qui s'affrontent. Il y a la majorité et l'opposition. Dans cet affrontement, qui ne doit pas être permanent, l'affrontement entre la majorité et l'opposition a ces moments de tension, mais il doit y avoir aussi pour l'intérêt national des moments de rapprochement face à ce que j'appelle l'intérêt général, l'intérêt national ou l'ambition nationale. Et donc je crois qu'il est important qu'au sein de la classe politique congolaise, nous arrivons à avoir ce type de comportement entre des moments où les positions sont totalement opposées et des moments où, pour l'intérêt général, on est obligé de s'asseoir et de regarder ce que nous avons en commun, c'est le Congo. D'accord, ce que vous avez en commun, c'est le Congo. À vous entendre parler, vous parlez si bien, mais vous représentez quel parti politique? Je suis le président de la Convergence citoyenne, et comme ce nom l'indique, nous sommes la Convergence citoyenne, c'est-à-dire que nous avons fait le choix de privilégier l'intérêt national, l'intérêt des Congolais, autour de ce qu'ils ont en commun, c'est-à-dire leur citoyenneté. D'accord. Donc, à vous d'entendre, les autres
qui sont un peu, vous avez pris un exemple entre le patronat et le syndicat, comme on voit en France actuellement. Ça veut dire que les autres n'ont pas compris le sens de la nation. Vous les gens du Convergence, vous avez une meilleure appréciation de la nation que eux. Je n'aurais pas cette prétention, mais je pense que c'est un peu cela, parce que figurez-vous que nous sommes devant une situation qui est le bien commun que nous avons, le Congo. Il faut faire avancer le Congo. Malheureusement, pour faire avancer le Congo, ou heureusement pour faire avancer le Congo, vous ne pouvez pas le faire seul. Vous êtes obligé de le faire avec ce que le pays a comme composante. Et donc, bon gré, mal gré, l'opposition et la majorité sont appelés à certains moments à cohabiter, à coexister, à discuter, à se regarder les yeux dans les yeux pour essayer de trouver les solutions idoines qui fassent avancer ce bien commun que nous avons, qu'est le Congo. En restant sous des positions, je dirais, irréductibles, eh bien, on tend de plus en plus le fil social et ça finit très souvent par craquer. Par craquer. Par exemple, quand vous dites les positions peut-être irréconciliables, oui. Vous avez un exemple d'une position que les autres, dites l'opposition radicale, tiennent, que vous sentez que ça crée des problèmes? Ben, je prends un exemple. Moi, j'étais parmi ceux qui ont fait des boycotts des élections ici tout le temps. Pourquoi? Ben parce qu'on estime que la manière de préparer les élections n'était pas la bonne. On estimait que le corps électoral n'était pas fiable. On estimait que il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas du tout dans l'organisation des élections. Et maintenant, ça va mieux. Pendant longtemps, j'explique, pendant longtemps, nous avons pensé que la meilleure méthode était celle de boycotter les élections puisqu'on ne voulait pas les préparer conformément aux normes. Nous avons constaté, nous, en Convergence citoyenne, qu'en faisant ce jeu-là, on laissait le pouvoir non pas seulement fonctionner tout seul, mais ils étaient sur le principe du chien aboie, la caravane passe, vous faites votre contestation, eux ils continuent d'avancer. Ça n'arrangeait pas la situation du pays. Nous avons pensé à ce moment-là qu'il fallait nécessairement acculer le pouvoir, à s'asseoir avec son opposition, discuter avec cette opposition, essayer d'avancer pour améliorer le processus électoral. Vous voyez, il va se dérouler dans ce pays en 2016 une élection majeure, une élection au cours de laquelle, si on respecte la Constitution, le président sortant n'a plus la possibilité de se présenter. Que va-t-il se passer en 2016 si l'opposition refuse d'aller au recensement, c'est-à-dire d'avoir la maîtrise du corps électoral? Si l'opposition refuse de participer à ces élections, cette opposition aura fait le jeu du pouvoir parce que l'élection aura bien lieu en 2016 avec ou sans l'opposition. Alors, quel choix faisons-nous? Voilà, je vous comprends. Les élections auront lieu avec ou sans l'opposition en 2016. Oui. Mais M. Bonaventure Mbaya, vous regardez un peu l'espace politique congolaise. Il y a ceux qui pensent comme vous, comme le MCDDI, même Alphonse Silou qui est au gouvernement aujourd'hui, l'UC, même, comment il s'appelle, Blanchard Oba, tout le monde pleure. Tous ceux qui ont opté comme vous, ça veut dire pousser, comme vous dites. Mais à la fin, ils sont roulés dans la farine. Vous ne voyez pas que vous commettez une erreur? Ce n'est pas du tout une erreur. Je ne pense pas du tout. Pourquoi se fait-il que, par exemple, le MCDD aujourd'hui, M. Guy Parfait Kolela, j'ai lu ça dans le journal L'Indiscret, j'ai lu dans le Patriote, ils disent que ils ont été roulés dans la farine par la majorité. Donc ça veut dire que votre stratégie de conciliation ne paye pas. Est-ce que vous ne voyez pas comme ça? Je ne le pense pas parce que face à cette stratégie, je ne vois pas une autre si ce n'est pas celle de la violence. Et nous, à Convergence citoyenne, nous avons résolument décidé de tourner le dos à la violence et de procéder par... C'est depuis quand ça? Mais depuis 2 ou 3 ans. Depuis la concertation des Vaux, où nous avons participé à la première concertation à laquelle Convergence a participé, et nous avons, de ce point de vue... Parlons de la concertation des Vaux. Oui.
vous êtes satisfait de les décisions prises et l'application? Non. À Evo, nous avions pris, c'est vrai, un certain nombre de décisions au bout desquelles on les a pas, qui n'ont pas été appliquées. Nous l'avons relevé, nous avons acculé le gouvernement et le pouvoir à accepter, à reconnaître qu'ils n'avaient pas appliqué ces résolutions et qu'ils avaient fait preuve de mauvaise foi. Et on leur a montré qu'on ne pouvait pas bâtir une démocratie sur la base de la mauvaise foi. Mais après... Donc, nous sommes allés ensuite à Dolisie. Oui. À Dolisie, nous avons fait des avancées que je qualifierais de vraiment significatives, parce que tout ce que nous revendiquions en tant qu'opposition, c'est ce que nous avons obtenu à Dolisie. Maintenant, nous l'avons obtenu sur le papier. Il fallait maintenant que ça devienne quelque chose de réel, bon, sur le terrain. Comme vous avez compris. Nous avons eu le recensement administratif spécial. Qui est contesté aujourd'hui. Nous-mêmes, à l'Union de la Nation, nous avons dit que les résultats de ce recensement n'étaient pas bons. Bon, maintenant, nous avons spécifié parce que nous avons participé, nous avons spécifié que ces résultats n'étaient pas bons. Pas à 100%. Nous avons estimé que dans 70% des cas, ces résultats étaient acceptables. Il restait 30% des circonscriptions où ces résultats avaient totalement dérapé et les résultats qu'on devait présenter n'étaient pas crédibles, n'étaient pas, je dirais, d'un point de vue technique, acceptables. Bon, le gouvernement n'a pas pensé de revenir sur ces résultats, c'est-à-dire sur les 30% que nous contestions. Nous sommes sur cette situation. Le débat n'est pas terminé entre nous et la majorité. Et en dehors du recensement administratif? En dehors du recensement administratif spécial, il y a eu la volonté de mettre en place une commission électorale indépendante, donc de transformer ou de changer la CONEL actuelle en commission électorale indépendante. Et nous avons eu des débats autour de la mise en œuvre de cette recommandation. Vous pensez que le gouvernement va vous laisser, va accepter d'avoir une commission nationale électorale indépendante tous les pays dirigée par le ministère de l'Intérieur? Tous les pays africains ont signé, ont ratifié la charte des décisions de l'unité africaine qui préconise la mise en place de commissions électorales indépendantes pour garantir la fiabilité des élections. Le Congo est un pays qui rame à contre-courant, bien qu'il ait participé à ces réunions où ces décisions ont été prises. Donc nous estimons que ce que le gouvernement est en train de faire aujourd'hui, s'il refuse d'aller vers une commission électorale indépendante, il ne s'agit que d'un combat d'arrière-garde. C'est à nous, opposition, de faire la pression de différentes manières, par le dialogue permanent ou par la contestation permanente, comme le font nos camarades de l'opposition radicale. Nous avons fait le choix de faire un marquage au corps comme feraient les footballeurs. Il y a deux façons de jouer un championnat. Ou vous décidez d'aller sur le terrain et de vous donner les moyens de gagner, vous dites les autres vont nécessairement tricher parce qu'ils ont l'arbitre de leur côté, nous n'allons pas rentrer sur le terrain et vous êtes battus par forfait. Alors, nous avons dit que nous allons sur le terrain contre eux. Nous aurons peut-être la chance de gagner et nous jouerons sur ça. Vous aurez peut-être donc un rêve. Ce n'est pas un rêve. Ce n'est pas un rêve. Aujourd'hui, quand vous allez jouer au tiercé ou au quarté, vous n'avez pas toutes les chances de gagner lorsque vous allez cocher vos cases. Je crois que ce qui est important, c'est de dire que nous voulons faire avancer la démocratie dans ce pays et il n'y a pas plusieurs façons de faire avancer une démocratie. C'est le débat politique. Et le débat politique, il faut qu'il soit vivant, il faut qu'il soit convivial. Ça ne peut pas se résumer à une querelle de personnes ou à un conflit de personnes. Donc vous pensez que ceux qui sont radicaux le font passer à un conflit de personnes? Mais moi, quand je suis les interviews ou les interventions des uns et des autres, j'ai le sentiment, je ne veux citer personne. Je ne veux citer personne. Je n'ai pas l'impression qu'il y a un problème personnel. Moi, je voudrais que peut-être vous comprenez mieux que moi. J'estime tout simplement que ceux qui sont à la majorité, ce sont des Congolais. Ceux qui sont à l'opposition, ce sont également des Congolais. Et les deux camps n'ont pas d'autre choix que de vivre ensemble dans un périmètre qui s'appelle le Congo. Alors, si dans ce périmètre qui s'appelle le Congo, que je peux schématiser comme étant une maison commune, si vous habitez dans une maison commune et que vous décidez de ne même pas vous parler, alors que vous savez que vous avez des problèmes... Qui décide pas de se parler. Mais quand vous êtes dans des positions irréprochables,
On ne peut pas rapprocher vos positions. Chacun campe sur une position qui est diamétralement opposée à l'autre. Vous pensez qu'est-ce qui peut se passer dans cette maison? Est-ce que c'est le gouvernement qui campe sur ça? Mais les deux camps? Est-ce que le gouvernement a déjà essayé de tendre la main et puis l'opposition radicale a... Pendant longtemps, quand j'étais dans l'opposition, nous avons demandé une audience auprès du chef de l'État, auprès des grands dirigeants des institutions. Ces audiences n'ont pas été accordées. Mais depuis que vous êtes dans la convergence ou dans le parti de l'opposition dite républicaine, oui. Est-ce que le chef de l'État ou les grands de ce pays vous l'ont déjà reçu? Depuis que nous sommes dans l'opposition républicaine, nous avons participé au moins à ce que nous appelons les concertations avec la majorité. Au cours de ces concertations, nous avons pu échanger. Nous avons pu faire changer même les positions de l'opposition. Parce qu'aujourd'hui, sur la question qu'on va aborder tout à l'heure, notamment la Constitution, il y a au sein de l'opposition, de la majorité, des gens qui pensent comme nous à l'opposition. Qui pensent que quoi? Mais que cette Constitution-là, si on doit la changer, on devra la changer sous certaines conditions. Sous certaines conditions. Bien sûr, nous allons certainement, j'espère, arriver très rapidement sur ce point précis. Mais ce que je veux dire, et que je dirais tous les Congolais devraient comprendre ce soir, c'est qu'il s'agit d'une décision qui concerne, qui touche à l'avenir de notre pays, qui touche à l'avenir de notre démocratie, et qui doit mettre notre peuple à l'abri de nouveaux soubresauts, je dirais, tragiques et sanglants. Nous avons connu dans ce pays des situations dramatiques. Est-ce que ça, ce n'est pas du chantage que vous faites à chaque moment? Je ne fais aucun chantage. Oui, je me mets à la place du peuple congolais qui redoute chaque jour, depuis qu'on parle de ce débat sur la Constitution, depuis qu'on parle des gens qui veulent que le président puisse prolonger son mandat, depuis qu'on parle des gens qui s'opposent à ce que disent les uns. Nous sommes dans une épreuve de force. Si on ne trouve pas un consensus, si on ne trouve pas un terrain d'entente, je crains qu'on aille jusqu'à l'affrontement. D'accord, je vais vous poser une question maintenant, vous allez me répondre comme vous voulez. Des deux camps, qui sont ceux qui sont susceptibles à créer le trouble sanglant ici au Congo? Mais je crois que c'est les deux camps. Chaque camp a une responsabilité. Vous pensez? Ceux qui ont le pouvoir doivent respecter la Constitution. C'est la moindre des choses. Ça veut dire que parce que cette Constitution, les deux termes du président Sassou Nguesso, quand il finit, le président arrive à la fin de son mandat. Et il doit partir. On doit appliquer la Constitution. Ça veut dire qu'à la fin de son mandat, le président devrait être capable de prendre la parole, de dire, voilà, peuple congolais, j'ai servi comme j'ai pu ce pays, j'arrive à la fin de mes mandats constitutionnels, je vais m'arrêter. C'est ce que vous voulez. Ça, doit être ce qui doit être dit. Mais vous pensez de quoi? Vous pensez... Maintenant, je vous dis, moi en tant que démocrate, c'est ça que j'aurais fait. Voilà. Or, il s'avère que la majorité est en train de poser un problème en disant que le président doit pouvoir poursuivre à travers un autre mandat des travaux qu'il a commencés. Donc, la majorité décide elle-même de fouler aux pieds la Constitution. En le disant, eh bien, il dresse en face l'opposition qui pense qu'en 2016, on devrait appliquer la Constitution et le président sortant devrait arrêter les mandats. Voilà, et maintenant, voilà la situation comment elle est. Oui. Et quand je lis aujourd'hui les positions des uns et des autres, je constate que la majorité avance sur ce terrain en disant il n'y a rien à faire, il n'y a rien d'autre à faire que de prolonger les mandats du chef de l'État. De l'autre côté, les gens disent pas question que les mandats soient prolongés et en 2016, le président doit quitter impérativement le pouvoir. Vous voyez bien que ce sont deux positions qui sont diamétralement opposées. D'un côté, vous avez une majorité qui détient le pouvoir, qui détient les moyens de l'État, qui a la maîtrise de la force publique, de l'armée et de ce qui tourne autour de la sécurité du pays. De l'autre côté, vous avez une opposition qui est démunie, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas l'armée, qui n'a pas le pouvoir. Vous pensez qu'est-ce qui va se passer dans ces conditions-là? Tout ceci se déroule sur le dos du peuple congolais. Nous, à Convergence citoyenne, et ce n'est pas pour rien que nous nous appelons Convergence citoyenne, nous pensons que devant une telle situation, où les positions sont tellement opposées, nous avons le devoir
de faire des propositions au pays tout entier. Vous avez le devoir de faire des propositions de tout entier. Mais je vais vous reposer les questions autrement. Vous avez fait un très bel exposé des deux camps qui causent plus de problèmes, qui est plus dangereux pour le Congo. Je pense que celui qui pose le problème, c'est d'abord celui qui détient le pouvoir. Parce que celui qui a intérêt que le pays soit en paix et que pour que le pays soit en paix, il aurait fallu appliquer la Constitution. Maintenant, donc, à vous entendre, on peut se poser la question de savoir. M. Mbaya, oui. Celui, si on veut présenter comme un être humain, l'homme le plus dangereux pour le peuple congolais, c'est le pouvoir. Et bien sûr, puisque c'est celui qui a le pouvoir qui doit en principe veiller à ce que la paix dans le pays puisse régner. D'accord. Or, nous sommes en train de perturber la paix sur une question qui ne méritait pas. Voilà. Voyez-vous, cette constitution-là, je vais rapidement terminer, juste cette constitution, dès sa création, dès sa promulgation, nous, opposition, on avait dit qu'elle n'était pas bonne. On aurait dû la changer dès le début. La majorité nous avait dit qu'elle était bonne, c'était celle-là qui était adaptée à la circonstance du moment. Bon gré, mal gré, nous avons fonctionné avec cette constitution. Curieusement, aujourd'hui, la majorité pense qu'elle était mauvaise. Donc, elle rejoint l'opposition sur la première idée. Alors, le grand problème aujourd'hui, c'est de savoir, nous sommes tous d'accord pour qu'il faudrait la changer. Moi, je le pense depuis le début, que cette constitution était mauvaise, on aurait dû la changer dès le début. Et maintenant, vous pensez quoi? Je continue de le penser. Vous continuez à le penser? Je continue de le penser parce que... Vous n'aimez pas le Congo? Non, ce n'est pas que je n'aime pas le Congo. Parce que vous avez dit tout à l'heure, à moins que vous vous trompez, monsieur Mbaya, je ne me trompe pas du tout. Vous avez dit que c'est le pouvoir qui est dangereux contre le Congo parce que le pouvoir veut changer le pouvoir. Non, c'est pas parce que le pouvoir... Et en moins d'1 minute, là, vous avez déjà changé. Ce n'est pas tout. Je vous répète pourquoi j'ai dit que le pouvoir était... Ayez le courage de ce que vous dites. Je suis parfaitement conscient de ce que je vous ai dit. Vous venez dire que le pouvoir était dangereux sur cette question. Ça veut dire que le pouvoir n'aime pas les Congolais. Suivez-moi bien. Je vous suis très bien, j'ai dit ceci. Oui. Le pouvoir est dangereux sur cette question. Et il n'aime pas les Congolais. Parce qu'il a décidé de modifier la Constitution pour une personne. Moi, ce n'est pas ce que je dis. Moi, je dis que cette constitution... J'ai reçu des gens du pouvoir ici, Thierry Mongala, Pierre Mabiala, ils n'ont pas dit qu'ils veulent changer pour une personne. Ils ont dit que mais ils se sont contredits. Pour le Congo. Ils se sont contredits parce qu'à Dolizy, Mabiala et le président de l'Assemblée, ils ont demandé au président de changer la constitution pour qu'il continue. On va observer un moment d'interruption. On va observer un moment d'interruption. Quand on va revenir, vous allez développer votre idée. Et tout à fait, merci. Ce que moi je retiens, et ce que beaucoup de Congolais ont retenu, c'est que pour les Congolais, l'homme qui est dangereux pour eux, c'est le pouvoir qui ne les aime pas. C'est ce que vous avez dit. Oui, je le pense. Vous assumez. Je vais expliquer. Voilà, vous assumez ce que vous avez. C'est courageux de votre part, monsieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Un politicien sur cette table qui a ce courage de dire que ce qui est dangereux pour le Congo, c'est les gens, c'est le pouvoir actuel, ils n'aiment pas les Congolais. Et vous allez expliquer pourquoi quand vous avez venu. Tout à fait. Donc, voilà, donc ne quittez pas, ça serait très intéressant. Et quand on va revenir, je vais poser la question aussi à monsieur Bonaventure Mbaya de savoir où il a été une fois, l'enfant chéri de monsieur Milongo, ancien premier ministre du Congo, et qui est aussi cité pour être peut-être le meilleur des premiers ministres que le Congo a eu en plus de 50 ans. On va savoir pourquoi il lui est lâché, et peut-être c'est parce que monsieur Mbaya change beaucoup. Donc ne quittez pas. Bienvenue dans le monde Africa. Connaissez-vous les astuces Africa? Aujourd'hui, on paye les salaires. M. Missamou est chef d'entreprise. Avant, il payait tous ses employés en espèces. Il manipulait beaucoup le cash et c'était une opération harassante, risquée et très délicate. Depuis qu'il a découvert la carte Visa prépayée Africa, il paye directement les salaires de ses employés sur leur carte Africa et chacun reçoit immédiatement un SMS lui notifiant que son salaire est positionné sans avoir besoin de se déplacer. C'est rapide, instantané et sécurisé. Les employés peuvent ainsi retirer leur argent sur tous les distributeurs Visa 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En plus, vous pouvez recevoir vos primes ou vos droits d'auteur via Africa. N'est-ce pas magnifique ça? Absolument.
Africard, votre carte Visa prépayée rechargeable avec ou sans compte bancaire, vous attend dans les agences UBA et chez tous les revendeurs agréés. Africard, Mieux qu'une simple carte bancaire, un ensemble de solutions. UBA Africa's Global Bank. Bienvenue dans le monde Africard. Expliquer son place pour les astuces Africard du jour. Aujourd'hui, on part en mission. Vous travaillez dans un ministère, une société ou un organisme de la place. Vous effectuez régulièrement des missions à l'intérieur du pays et dans le reste du monde. Pour gérer en toute tranquillité vos frais de mission, vous avez besoin d'un véritable passeport. La carte Visa Africard répond parfaitement à vos attentes. Avec Africard, vous pouvez payer vos réservations de billets d'avion, régler en toute sérénité vos frais d'hôtel, de restauration et vos dépenses courantes directement sur les terminaux de paiement électronique Visa. Africard vous ouvre également les portes de tous les distributeurs automatiques de billets Visa à l'intérieur du Congo et partout dans le monde. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Décideurs, responsables financiers et comptables. Africard est l'unique solution de gestion efficace des budgets alloués aux missions. Alimentez les cartes de vos collaborateurs qui vont en mission. Et Africard fait le reste. N'est-ce pas professionnel? Eh oui! Africard, votre carte Visa prépayée rechargeable avec ou sans compte bancaire, vous attend dans les agences UBA et chez tous les revendeurs agréés. Africard, Mieux qu'une simple carte bancaire, un ensemble de solutions. UBA Africa's Global Bank. Voilà, vous êtes de retour sur MN Télévision et l'émission n'a pas changé, c'est toujours la grande interview. Et l'invité aussi n'a pas changé, c'est Monsieur Bonaventure Mbaya. Voilà, avant l'interruption, j'ai eu une déclaration courageuse. Je dis tout à l'heure, ça me surprend, mais ça ne me surprend pas aussi, parce que d'avoir quelqu'un, un homme politique qui a le courage de venir dire que le gouvernement n'aime pas les Congolais, que le gouvernement c'est le plus dangereux pour tous les Congolais, ça, c'est du courage pour le dire, parce que je n'ai jamais vu un gouvernement dans le monde qui n'aime pas sa propre population. Et je voudrais que M. Bonaventure Mbaya répète encore et nous développe un peu, de nous dire pourquoi vous présentez. Donc, vous regardez que le gouvernement congolais de la majorité PCT, je pense que si Pierre Ngolo vous suit là, il va sauter de ses chaises pour savoir que vous venez de dire qu'ils sont des gens cruels, méchants, ils n'aiment pas les Congolais. C'est vrai ça, qu'ils n'aiment pas les Congolais? Oui, je l'ai dit. Et vous l'assumez? Je l'assume puisque je l'ai dit. Et je vais expliquer pourquoi je le dis. Oui, monsieur. Je crois que mon frère Pierre Ngolo, s'il me suit, nous avons l'habitude de discuter et de débattre de toutes ces questions. Voilà pourquoi je le dis. Vous voyez, je vais utiliser un dicton congolais qui dit que celui qui transporte les œufs sur la tête ne s'engage pas dans une bagarre ou ne déclenche pas une bagarre. Pourquoi? Parce que les œufs, c'est précieux. Ça, c'est métaphoriquement parlant. C'est métaphoriquement parlant. Voilà un pouvoir. Ceux qui détiennent le pouvoir, c'est eux qui doivent garantir la paix, la sécurité dans le pays, c'est eux qui doivent garantir le bon fonctionnement des institutions. Et le président prête serment à sa prise de fonction sur le respect de la Constitution. Donc, si on doit changer une Constitution, ça ne peut être que par le fait d'un consensus national. Donc c'est pour cela que je dis que le pouvoir ne peut pas aujourd'hui venir dire que nous allons changer la Constitution pour permettre au président Sassou de continuer son œuvre ou pour que le président Sassou... Mais qui vous a dit que ça va se passer comme ça? Ils vont demander comme et ils ont dit, et c'est pour cela que le débat s'est emballé. Le débat s'est emballé parce qu'ils ont fait cette affirmation-là qui ne tient pas la route. Qui a fait cette affirmation? Mais les premiers à avoir fait cette déclaration, c'était dans les Likwala. On a fabriqué des sages, des présumés sages, avec quelques membres du gouvernement qui se sont mis à côté de ces sages pour dire que voilà, en 2016... Vous ne les reconnaissez pas en tant que sages? Mais n'importe qui peut fabriquer des sages dans ces conditions-là. Non, le gouvernement la manque de telle en sorte qu'il fabrique des choses partout. Nous pouvons regarder les sages en question. Ils ont tenu une assemblée générale. Qui est président de sages? De poser la question dans la rue, qui est le président de sages et que représente-t-il dans le système actuel?
Je pense que c'est pas bien de faire comme ça. Monsieur, on peut avoir des bonnes raisons. Monsieur Mbaya. S'il vous plaît, Eli Smith, permettez-moi que vous m'avez dit que j'explique ma position. Oui. J'essaie d'expliquer. On peut avoir réellement de bonnes raisons de changer la Constitution. Mais ne disons pas qu'on va changer la Constitution pour permettre aux sortants de prendre un autre mandat. Non. Disons par exemple, c'est ce que moi je pense, cette Constitution est inadaptée à la réalité congolaise. Nous le disons depuis le début. Elle n'a pas garanti l'équilibre des pouvoirs et des institutions. Nous le vérifions tout le temps. Le Parlement n'a aucun pouvoir de contrôle ni de censure sur l'exécutif. Cette Constitution consacre la primauté de l'exécutif sur les autres pouvoirs, sur le judiciaire, sur le législatif. En d'autres termes, cette Constitution fait du président un roi. Nous sommes dans un régime présidentiel fort. Au mois de mai 2012, j'ai écrit une lettre au chef de l'État, 2013. J'ai écrit une lettre au chef de l'État dans laquelle je lui faisais remarquer que cette constitution effectivement était mauvaise parce que, en lui confiant tous les pouvoirs, on lui faisait porter également la responsabilité de l'échec. Or, ce n'est pas bien de faire cela. Vous l'aimez bien, le président? Mais c'est le président de la République. Ah. Même si je ne suis pas d'accord avec sa façon de faire, mais c'est le président de la... je dois le respecter. Exactement. Vous êtes républicaine. Vous ne voyez pas qu'il y a un certain conflit là de ce que vous dites? Vous dites vous-même que c'est une mauvaise constitution. C'est une très mauvaise constitution, nous l'avons dit depuis le début. Beaucoup de pouvoir entre les mains d'un seul homme. C'est pour cela... Pourquoi on ne doit pas la changer donc? Mais je viens de vous dire que je suis pour qu'on la change depuis le début. Et je précise qu'aujourd'hui, si on doit la changer, voilà comment ça doit se passer, à mon avis. Le président de la République, qu'il ait bien travaillé ou qu'il ait mal travaillé, ce n'est qu'un être humain qui a fait ce qu'il a pu faire avec les hommes qui l'ont accompagné dans cette tâche-là. Est-ce qu'il a bien S'il vous plaît, je reviendrai sur le bilan après. Je fais d'abord un constat. Considérons que c'est un fils de ce pays qui a eu à gérer ce bien commun qu'est le Congo. Il arrive à la fin de son mandat, le pays doit lui reconnaître d'avoir fait ce qu'il a fait. Bien fait, mal fait, là n'est pas la question. Il faut qu'il accompagne un processus qui garantisse au pays la paix. C'est important de le dire. C'est là où je trouve que nous ne sommes pas toujours en phase avec ceux qui pensent que, parce que là, le problème il se situe là. Lorsque la majorité veut à tout prix le changement de la Constitution avant les élections, nous nous disons, en tout cas moi je le dis, oui pour le changement de la Constitution, mais pourquoi ça doit être avant les élections? Pourquoi ça ne serait pas un consensus national? Après quelle élection? Avant l'élection présidentielle. Les gens voudraient le changement de la Constitution avant 2016. Et vous voulez le changement après 2016? Moi je pense que le changement doit se faire après 2016. Donc vous rejoignez là-bas les propositions de Jean Mathias? Non, pas nécessairement. Pourquoi pas nécessairement? S'il vous plaît, suivez-moi. Cette constitution doit être changée après ça. Suivez ce que je suis en train de dire. Non, je vous suis, mais je vous pose la question aussi. La question est... Quand vous posez la question. Non, la question... Ce n'est pas un exposé. La question que vous me posez... Vous devez être bref. D'accord. La question que vous me posez, elle est claire. Moi, je dis que voilà ce que je pense. Maintenant, nous sommes dans un contexte où il y a un débat national. Dans ce débat national, l'issue de ce débat national doit être une situation nationale apaisée. Il faut donc rapprocher les positions. Parce que si on ne le fait pas, connaissant la nature des Congolais, nous allons aller à l'affrontement. Et je ne suis pas pour que les Congolais s'affrontent une nouvelle fois. Donc... Mais qui va faire que les Congolais s'affrontent? Mais la classe politique. Et quelle classe politique? Mais la classe politique, la majorité, l'opposition. Pourquoi vous accusez l'opposition quand vous avez dit de vous-même ici que ce qui crée des problèmes, c'est la majorité? Mais écoutez, la majorité a lancé un débat en sachant très bien que ce débat allait être conflictuel. Peut-être la majorité veut voir un peu la maturité démocratique. Bien sûr, c'est pour cela que moi j'essaie de montrer ma maturité politique en disant... Puisque la majorité dit qu'il faut qu'on aille au changement de la Constitution avant l'élection. Et c'est lui qui détient le pouvoir. L'opposition, qui n'est que dans son rôle d'opposant, dit que ça ne peut pas se faire à ce moment-là.
Qu'est-ce qu'il faut pour couper la poire en deux? Oui, qu'est-ce qu'il Il faut que les gens s'asseyent pour en discuter. Et c'est là où je rejoins mon grand frère Mbéry Martin, quand il dit qu'il faut qu'on aille vers un consensus national dans ce débat. Mais vous et Mbéry Martin, vous êtes des gens un peu changeants à tout moment. Nous ne sommes pas changeants, mais pas du tout. Mbéry Martin a dit ici oui. qu'il était contre le changement de la Constitution, mais j'ai lu dans les... Mais c'est une position dynamique. Pas la dépêche, dans la semaine africaine, il parle un peu ce que vous dites. Mais c'est une position... Avoir la capacité, monsieur Mbaya, oui. de tenir une position et rester sur ça, vous changez toujours. Parce qu'on ne fait pas la politique en tenant des positions carrées. Ce n'est pas de l'opportunisme. Nous avons l'intérêt de ce pays-là. Ce pays a souffert, ce pays a vécu des violences où les gens ont tout perdu. Exactement. Je ne sais pas, Monsieur Smith, je m'excuse, oui. Je ne sais pas si vous avez vécu cette situation-là ici. Moi, j'ai passé 7 ans d'exil. J'ai perdu des biens. Mais je suis un cadre de ce pays, j'ai le devoir de servir mon pays. On ne refuse Donc, pas. on ne sert pas son pays sur ses propres intérêts, non, on sert son pays sur les intérêts du pays. Je ne fais pas du chantage. Les Congolais ont perdu des gens. Et alors, oui. vous pensez qu'il faut recommencer cela? Pour qui va recommencer? Mais c'est pour cela que je dis, au lieu de recommencer encore dans une nouvelle violence, il vaut mieux que les gens s'asseyent et regardent en face le problème qui est posé. Qui veut la violence, monsieur Mbaya? Je vous répète, que dans la situation actuelle, si l'opposition et la majorité ne se retrouvent pas pour regarder en face le problème qui est posé par la majorité, c'est la majorité qui pose ce problème. J'avais suivi tout à l'heure, c'est la majorité, voilà. Oui, c'est la majorité, c'est pour ça que je dis qu'ils sont dangereux. Est-ce que vous pensez après ça, Pierre Ngolo va vous recevoir encore? Mais c'est mon frère, et pourquoi il ne me recevrait pas? Vous n'avez jamais vu dans une même famille le papa qui supporte Diable Noir et le fils est dans Kara et la maman est dans l'Étoile du Congo? Le foyer ne tient pas? Donc ça veut dire que ceux qui sont pour la paix, c'est ceux-là que tu penses que c'est eux qui ne Je dis ceci, qu'il s'agit aujourd'hui de l'intérêt national. Il est capable de vous recevoir encore. Oui. Avec ces, mais je le connais suffisamment. Je le connais suffisamment. Il sait que je suis toujours comme ça. Il sait que je suis dans mon rôle. Vous êtes dans mon rôle. Je dis qu'aujourd'hui, il s'agit de l'intérêt du Congo. Et l'intérêt du Congo est au-dessus des intérêts mesquins de personnes. Donc, par rapport à cette question, je dis que la Constitution devra être changée. Nous allons maintenant nous asseoir tous tels que nous sommes pour le changement de la Constitution pour dire ceci. Si je vous entends bien, laissez-moi conclure. Non, laissez-moi oui, allez-y. Si vous entendez bien, oui. Vous faites peur aux gens pour à la fin dire qu'il faut changer la Constitution. Ça peut être une tactique. C'est une tactique alors. Ça peut être une tactique. Mais je dis ceci, la Constitution là devra être changée parce que nous le demandons depuis le jour où elle a été promulguée. Elle devra être changée dans quel sens? Il faudrait que nous arrivions à nous asseoir avec ceux qui pensent que le changement c'est pour le prolongement du mandat et nous qui pensons que le changement c'est pas pour le prolongement du mandat mais c'est pour l'adapter à la réalité congolaise et que ça soit une constitution qui dure d'âge en âge. Monsieur, ça veut dire en clair ceci. Monsieur Mbaya. Oui. Vous êtes français. Je suis français, c'est-à-dire. Vous connaissez la France? Oui. Vous avez une maison même en France? Non, je n'ai pas de maison, j'ai un appartement. Vous avez un appartement? Oui. Et en France, il y a une constitution que vous connaissez très bien. La 5e République, oui. Voilà. Ça dure depuis quand? Mais depuis 1958. Et cette constitution là-bas? Oui. Ça s'adapte selon l'évolution française? Tout à fait. Est-ce qu'on la change, on met à la poubelle? Nous allons mettre celle-ci à la poubelle parce que... Non, je vous ai posé la question. Oui. Est-ce qu'on la met à la poubelle? Depuis De Gaulle? Non, depuis De Gaulle, on l'a pas mise à la poubelle. Et qu'est-ce qu'on fait en France? On a fait Qu'est-ce qu'on fait en France? On a modifié, on a révisé certains articles. Alors, je vous transpose cette même question que vous posez, c'est la France au Congo. Oui. Qu'est-ce qui empêche que cette constitution que vous voulez qu'on la jette, après avoir dit que ça va créer toute la guerre, si j'entends, mais vous voulez seulement faire peur aux gens, qu'est-ce qui empêche que cette constitution-là, on ne l'adapte pas à la réalité congolaise actuelle? Bon, alors nous entrons dans le débat sémantique entre la révision, la modification et le changement. C'est ça ce que vous voulez dire. Mais ce débat sémantique ne tient pas la route. Parce qu'une modification, c'est un changement de constitution, puisque la constitution qui sort après la modification n'est plus la première. Ensuite, une révision. Donc en France, on va repartir à la France. Oui. Parce que c'est là un peu la référence dans tous les pays francophones d'Afrique. Oui, mais nous avons tort en plus. Ah, bon. Nous avons tort, je vais dire pourquoi, justement, nous voulons que la nôtre, on la change de fond en comble. De fond en comble. Parce que,
Nous avons des questions qui divisent les Congolais depuis longtemps. Comme quoi, par exemple? Comme l'ethnocentrisme. Bon, ça, c'est M. Boao a dit ça. Moi, je suis d'accord avec Boao. Il y a 3 partis tribalo régionalistes au Congo. Tout le monde est tribalo. Non, le PCT. Mais ça, c'est... Le MCDI. Oui. Et puis l'UPADS. C'est ce qu'il Bon, a écrit dans son livre. je vais vous dire pourquoi il Voilà. l'a dit. Je vais vous dire pourquoi il l'a dit. Boao avait tort ou a tort? Boao n'a pas tort parce que le niveau de conscience des citoyens dans ce pays-là, des groupes, il est plutôt identitaire. D'accord, mais on revient à la question que vous voulez développer. Pourquoi vous pensez qu'il y a des problèmes à résoudre au Congo que le changement va résoudre depuis? Pourquoi, par exemple? Par exemple, le partage du pouvoir. Oui. Le partage du pouvoir dans la réalité de sociétés pluriethniques du sud du Sahara, le partage du pouvoir est une des causes des conflits dans tous les pays du sud du Sahara. Il faut donc qu'on commence à rompre avec les constitutions calquées sur les constitutions occidentales où cette question du partage du pouvoir a déjà été réglée. En Afrique, cette question n'est pas réglée. Je peux prendre le Cameroun où j'ai fait des médiations, je peux prendre la RDC où j'ai fait des médiations, je peux prendre la Côte d'Ivoire où j'ai vécu pendant longtemps, je peux prendre le cas du Sénégal, je peux vous prendre beaucoup de cas, y compris le Mali aujourd'hui, y compris le Soudan, y compris la Somalie. Je peux prendre tous ces pays, je vous démontrerai que c'est la question du partage du pouvoir qui est à l'origine des déflagrations. Donc je dis, les Africains devraient réussir et les Congolais n'auraient pas tort d'être les premiers dans cette réforme des institutions. Bon, je retiens, est-ce que j'ai faux? J'ai tort. Vous voulez le changement de la Constitution? Oui. Tout à fait. Moi, je suis pour le changement de la Constitution, je le dis depuis 2002, avec les autres membres de l'opposition. Maintenant, l'originalité de votre changement de la Constitution, c'est qu'il faut l'adapter à la réalité congolaise, donc à la réalité africaine. Et le partage de richesses, la juste répartition des... L'Afrique se trouve dans Jupiter ou Mars? Ce n'est pas dans le monde, monsieur. L'Afrique se trouve dans le monde. L'Afrique est un cas particulier dans le monde. Vous avez suivi comment il s'appelle Moudoudou, Placide de Moudoudou, qui a dit que les Africains croient à la sorcellerie, à les fétiches que les autres. C'est la même chose que vous pensez. Mais puisqu'ils sont à ce stade-là de niveau de conscience. Donc vous croyez donc Sarkozy avait raison de dire que les Africains n'ont pas encore atteint un niveau de civilisation. Non. Alors vous êtes contradictoire. C'est quoi la civilisation? Mais c'est vous qui le dites. Moi je n'ai pas dit que les Africains n'ont pas atteint le niveau de civilisation. Alors mais quand vous dites c'est quoi la civilisation? Quand vous dites que la démocratie... Non, attends, c'est quoi la civilisation? C'est moi qui pose des questions. Sarkozy n'est pas la science infuse. Voilà, mais c'est ce que vous dites. Non, je n'ai pas dit ça. Vous dites que vous voulez une constitution qui va s'adapter à la réalité congolaise. Tout à fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Le Congo se trouve où? Je reprends pourquoi je l'ai dit. Oui. Elle doit s'adapter à la réalité congolaise parce que dans ce pays, la répartition de la richesse nationale ne se fait pas correctement. Ah bon? Le président Sassou Nguesso, quand nous étions aux affaires avec le président Pascal Lissouba, il a écrit un livre que je considère comme un véritable chef-d'œuvre. C'est le fleuve, la souris et le manguier. Ça, c'est pendant qu'on traversait dans ce livre, le président Sassou a fait le diagnostic du mal congolais. Et je pense que... Et quand il est venu au pouvoir... S'il vous plaît, mais je n'ai pas terminé. Non, vous savez qu'il y a un problème, mais on a pas le temps. Donc, je dis, ce livre, il n'y a rien à redire là-dedans. Je souscris totalement à ce qu'il avait écrit à ce moment-là, parce que c'est ça la réalité congolaise. Mais il vient de démontrer lui-même, en exerçant le pouvoir, qu'il n'a pas pu réaliser ce qu'il avait écrit dans cet ouvrage et qu'il a fait la même chose que Pascal Lissouba. Il exerce le pouvoir comment? Écoutez. Non, dites-la clairement, il exerce le pouvoir comment, Sassou? Lissouba, on lui a reproché d'avoir tribalisé le pouvoir, d'avoir eu une bande de 4. S'il vous plaît. Pas de Lissouba. Moi, maintenant, je dis, ces choses-là que le président Sassou a eu à relever en son temps, on les vit aujourd'hui avec lui au pouvoir. La conclusion que je tire, je n'ai pas dit ça, voilà la conclusion que je tire. Moi, ma conclusion, c'est la suivante. L'ethnocentrisme est un trait de caractère propre à tous les Congolais, y compris à tous les Africains. Que demain, si Mbaya Bonaventure arrive au pouvoir, si la constitution que nous avons n'a pas réglé cette question, il y a de fortes chances que les gens du Poul viennent s'agripper autour de Mbaya Bonaventure parce qu'il a gagné le pouvoir. Lissouba Pascal avait gagné le pouvoir. Ils diront que c'est notre tour. C'est notre tour. Si nos frères Téké des plateaux gagnent le pouvoir à travers Mathias Son, je ne serais pas étonné de voir que
tous les Batékés vont se retrouver autour du palais pour dire que c'est notre tour à nous. C'est ça la réalité politique des pays africains. Et vous voyez bien qu'au Cameroun, le président Biya, qu'est-ce qu'on lui reproche quand je vais là-bas? Il reproche quoi? Mais de s'être entouré des gens de chez lui. Que disent les gens de Bamenda? Que je connais bien, puisque mes camarades du SDF sont des Bamenda. Nous allons ici à Kinshasa. Pourquoi à Kinshasa maintenant la langue vernaculaire est devenue le Swahili alors que hier c'était le Lingala? Mais parce que le pouvoir vient de l'Est. Bon, maintenant, aujourd'hui, pourquoi à Brazzaville, il faut savoir parler quelques mots de Mboshi pour avoir quelque chose? C'est parce que c'est la nature du pouvoir qui est comme ça. Hier, au temps de Lissouba, il fallait savoir dire Wafaso, savoir parler en Kituba pour avoir droit. Demain, ça sera le Larry Simbaya est là. Conjurons ce sort-là, conjurons ce sort dès à présent. C'est pour cela que je dis changeons cette constitution. Changeons cette constitution à travers un consensus national où les cadres politiques de ce Congo pourraient s'asseoir pour dire quel type de société nous voulons dans ce pays, quel pays devons-nous léguer à nos enfants. Est-ce que c'est un pays où les gens se battent tous les jours? Donc aujourd'hui, il faut parler Mboshi pour avoir quelque chose. Mais vous n'avez qu'à faire le test demain. Ah bon. Allez dans les administrations, vous allez voir. C'est la mbochisation du pouvoir. Nous l'avions dit à la conférence nationale. Donc ça souffre aussi comme l'Issouba aussi. Exactement, c'est un trait de caractère des Congolais. D'accord. Donc Pierre Mabiala n'avait pas tort de dire que ça souffre le petit frère de l'Issouba. Certainement, je ne peux pas le dire à sa place, posez-lui la question. D'accord. Bon, la question que je vous pose maintenant, vous avez tout dit, la mbochisation du pouvoir. Vous avez Larry pour empêcher que si vous venez devenir président, que je ne fasse la même chose. De Larry comme il a tout de Mbembe ici. Bon, maintenant la question c'est que vous proposez quoi? Ce que je propose, rapidement, ce que je propose, c'est que le chef de l'État actuel ne joue pas, ne fasse pas la terre brûlée, la politique de la terre brûlée. Il doit accompagner le processus que je suis en train de proposer. Je propose un changement de constitution. Je voudrais que pour ce changement de constitution, il y ait un consensus national, c'est-à-dire que... J'ai déjà entendu ça, monsieur. Mais je veux que... Vous n'avez pas tout le temps ici, je m'excuse de vous parler ici. Mais je veux savoir, il y a ceux qui sont contre, il y a ceux qui sont pour, il y a les gens qui sont pour une troisième voie. Il y a une troisième voie que les gens disent. Je vous dis ce que moi j'ai entendu, je ne sais pas ce que vous pensez. Il y a ceux qui pensent que dans votre nouvelle constitution que vous prenez là, il veut que le pouvoir, ça doit être, le président doit être peut-être Mboshi, le vice-président doit être Téké, et le deuxième vice-président soit peut-être de Larry de pour. Ça fait partie des choses que je discute avec mon frère Osiala Sylvestre. Et vous pensez je pense que ça peut être une situation transitoire en attendant que la démocratie devienne une réalité pour nous, telle que les Occidentaux la prévoient. Mais vous ne pensez pas qu'en faisant ce type de choses, avoir un président et deux vice-présidents et puis un premier ministre, ça peut marcher? Parce que le Congo, le baril de pétrole coûte maintenant 100 il faut que la guerre continue au Moyen-Orient. Mais le jour où il n'y a plus de pétrole, ça coûte $10. Tout ça va tomber, ça serait très lourd. Le temps que cela arrive, nous aurons déjà fait avancer la cohésion nationale, nous aurons déjà fait avancer l'unité nationale et la concorde nationale. Quand dans un pays... Donc si je vous entends bien, ce que vous prônez, je ne suis pas dans votre pensée, c'est d'avoir la nouvelle constitution, un président, deux vice-présidents et un premier ministre. Ça découlera du débat que nous aurons dans la concertation nationale. Il nous faut nous s'asseoir tous ensemble. Ceux qui sont pour cette idée-là l'avanceront. Ceux qui sont pour d'autres idées avanceront ces idées-là, mais il faudra qu'on sorte de ce conclave-là avec une constitution qui ne fasse plus l'objet de contestation. Une constitution qui ne forme plus objet de contestation. Est-ce que ça ne serait pas encore, comme vous avez dit, qu'ici là, que bon, ça soit construit beaucoup de maisons, construit beaucoup de routes, un grand bâtisseur? On ne peut pas interdire à quelqu'un de venir avancer cet argument que je trouve farfelu. Vous trouvez ça farfelu? Oui. Mais je vais vous poser une autre question. Maintenant, c'est pourquoi vous avez trahi le premier ministre, comment il s'appelle? André Milongo. Mais qui vous a dit que je l'ai trahi? Parce que vous avez laissé Mouinda aujourd'hui. Bon, je vais vous expliquer maintenant. Vous l'avez trahi ou pas? Je comprends que historiquement vous ne connaissez pas ce qui s'est passé, vous ne savez pas. Voilà.
Le président André Milongo, Premier ministre de la Transition, j'étais son directeur de campagne à l'élection de 1992, j'étais son conseiller politique, j'étais également son porte-parole. Après 92, nous avons perdu l'élection présidentielle. Le président André Milongo, Premier ministre sortant, s'est retrouvé sur le bord du chemin parce qu'il n'avait aucun mandat électif, ayant dirigé la transition. Arrive une crise dans ce pays en 92-93. Au cours de cette crise, le président Lissouba dissout l'Assemblée, convoque des élections législatives anticipées. Ça donne la possibilité au président Milongo de se présenter cette fois-là à une élection. Il gagne député dans le district de la circonscription de Boko. Et ensuite, Milongo devient président de l'Assemblée dans le régime de Pascal Lissouba. Il est donc l'une des grandes figures de la majorité présidentielle. Donc vous n'avez pas trahi? Je n'ai pas trahi. Je suis allé en exil avec Pascal Lissouba et son gouvernement et son pouvoir par fidélité, parce que je faisais partie de cette majorité. Alors, qui a été trahi entre moi et le président Milongo? Qui a trahi l'autre? Répondez à votre question vous-même. Moi, je dis ceci. Pendant que nous sommes en exil, l'UDER Mwinda, parti qui n'avait que 6 mois d'existence au moment où nous avons eu les premiers ministres, les premiers ministres de notre parti, les maires dans notre parti, les députés dans notre parti, nous les avons eus 6 mois après avoir créé ce parti. Nous avons travaillé pendant toute une législature avec Milongo, président de l'Assemblée du pouvoir de Lissouba. Lissouba est renversé. Lui et tous ses partenaires partent en exil. Le président Yombio Pango, le président Poignet, ceux qui dirigeaient les institutions, Boukamba Yangouma, président du Conseil économique social, tout le monde est parti en exil. Pourquoi Milongo est resté? Moi, je suis parti, secrétaire général de ce parti, je suis parti. Il est resté pourquoi? Je n'ai pas trahi Milongo. Moi, je suis parti, je suis resté logique. Donc c'est lui qui a trahi parce qu'il est resté? Je ne dis pas ça. C'est vous qui avez sorti le mot de trahison. Moi, je suis parti parce que j'étais logique et conforme par fidélité à une majorité que nous avons soutenue. Nous sommes partis en exil. D'accord, voilà. Je comprends. Lui, il est resté, il est parti au forum où nous avons, nous, été qualifiés de génocidaires. Donc c'est lui qui a trahi. Je n'ai pas dit ça. C'est vous toujours qui continuez à parler de trahison. Il a fait ce choix. Il a fait ce choix. Ce choix, ça ne veut pas dire que c'est une trahison. Ce n'est pas bon. Maintenant, ceux qui l'ont poussé à ce choix-là, ils sont ici à Brazzaville. Ils savent pourquoi ils l'ont poussé dans ce choix-là. Comme qui, par exemple? Mais ceux qui sont restés avec le parti à ce moment-là. Un nom. Il y a eu Basséila, il y a eu Ngouanou, ils sont nombreux. Ils sont ici, c'est eux qui ont poussé. Mais ils sont restés avec le parti, ils sont allés. Ben voilà. D'accord. Bon, pour conclure. Moi, je n'ai pas. Je veux qu'on retire le terme de trahison. Je n'ai pas trahi. Bon, pour conclure, donc vous voulez le changement, mais le troisième voie, dans un président, 2 vice-présidents, un premier ministre. Ça peut être une possibilité. Ça peut être une possibilité. Mais et je pense que dans ce système-là, dans ce système que vous venez d'évoquer, les pouvoirs seraient mieux équilibrés. D'accord. Monsieur. Et il y aurait mieux à faire en faisant cela, plutôt qu'en gardant le pouvoir entre les mains d'une personne qui est un président fort et qui arrive au pouvoir en amenant sa tribu. En amenant une tribu? Ben oui. En l'occurrence d'Emboshi aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, ça peut être les Téké. Après, demain, ça peut être nos frères de l'Arikwala. Après, demain, c'est comme ça que ça fonctionne dans ce pays, mais ce n'est pas une particularité du Congo. En Côte d'Ivoire, où j'ai vécu longtemps, quand Gbagbo est arrivé au pouvoir, on a dit que c'était le pouvoir BT, le pouvoir des Krou, ceux de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ensuite, maintenant, Ouattara est arrivé. C'est les Doula du Nord, les Sénoufo, qui sont arrivés au pouvoir. Et on le voit tous les jours. D'accord. Bon, monsieur. C'est un trait de caractère propre à la démocratie africaine. Elle est ethnique. C'était un honneur de vous recevoir, M. Mbaye. Merci, merci Eddie. Et on aura l'occasion de parler de votre médiation dans la Social Democratic Front au Cameroun. Thank you very much. You are very welcome. See you later. Thank you very much. Vous parlez anglais, ça c'est très bien ça. Bon, ok, voilà, c'est la fin de notre émission de ce soir. Vendredi prochain, nous allons recevoir ici, une fois de plus, 5 ans après, ça serait la réception ici de M. Nicéphore Fila de Sainte-Eude. Nous allons aussi parler de la même chose, la Constitution, et puis de son ambition de devenir maire de Brazzaville encore. C'est une ambition noble. C'est une ambition noble. Oui. Donc, à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu.